Bonjour et bienvenue dans Les Experts, Parole de leader. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast, journaliste, multimédia indépendant. Aujourd'hui, j'accueille comme nouvelle invitée Béatrice Monge. Elle est autrice ou écrivaine. Hein. Elle va nous expliquer quel est le terme qu'elle aime bien effectivement qu'on lui oppose. Et puis également, elle a écrit 3 romans, je crois, dont un que j'avais déjà effectivement interviewé il y a quelques années. Et puis, elle est aussi correspondante de presse, mais elle va nous parler de tout cela. Puis on va parler de ses passions, on fera un peu le portrait chinois. Vous allez voir, ça va être très 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 intéressant et très captivant comme interview et inspirant. Alors, ma chère Béatrice, tout d'abord, bonjour. Bonjour, Philippe. Alors, peux-tu en une phrase te présenter, hein, voilà, de façon qu'on perde pas trop de temps. Donc, vas-y, présente-toi en une phrase. En une phrase, je suis donc auteure ou écrivaine et j'ai publié mon 4e livre à la fin de 2023 parce que ma passion c'est l'écriture. Alors, tu as commencé à écrire en quelle année en fait? Comment l'écriture est venue à toi? Je suis une artiste. Avant d'écrire, je peignais et j'ai commencé à écrire quand j'avais une quarantaine d'années, 38 ans. Après avoir peint. Et mon premier roman, sur lequel j'ai été interviewée, l'héroïne est une artiste peintre. D'accord. Alors, c'est vrai que là, tu t'es lancé dans, alors je sais pas comment on va pouvoir le nommer, hein. Soit c'est un essai, soit c'est un pamphlet. Tu as essayé de faire un peu l'état des lieux. Ça s'appelle l'état de la France depuis les Gilets jaunes. Alors ça parle aux gens, hein, quand même, les Gilets jaunes. Bien évidemment, nous en Bretagne, on a les bonnets rouges. Mais il y a eu aussi les Gilets jaunes. Alors c'est vrai que pour se rappeler un peu de ce qui s'est passé, bon, le mouvement n'avait pas nécessairement de zone hiérarchique. On savait pas qui voulait être chef, tout le monde voulait effectivement avoir ce poste et résultat des courses, on a vu que ça a implosé de l'intérieur comme mouvement. Alors, pourquoi tu as décidé de te pencher sur cette question-là? Au moment, en 2018, lorsque le mouvement des Gilets jaunes est apparu en France, j'ai beaucoup observé ce qui se passait. Je regardais les vidéos, je voyais tout ce qui se passait et lorsque des personnes étaient interviewées par les médias, je trouvais que c'était difficile de comprendre exactement quelles étaient leurs revendications. Et donc j'ai voulu, à travers ce livre que je nomme essai, faire un petit peu reprendre un peu leurs revendications et les expliciter et faire après un lien par rapport à ce qui a suivi, en particulier sur la démocratie, sur la liberté et aussi sur le coût, puisqu'au départ c'était parti sur le prix du carburant. Et j'ai voulu faire une remise à jour par rapport à d'autres sociétés par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que je l'ai étalé entre 2018 et 2023. D'accord. Alors, ce livre, en fait, on peut le trouver un peu dans toutes les librairies en ligne sur Internet, sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, etc. Et il est édité par, en fait, une maison d'édition, je crois, allemande, qui s'appelle BOD, hein, c'est ça? C'est cela, oui. D'accord, ok. Comment se fait la rencontre avec cette maison d'édition? Pourquoi tu choisis d'être signé par cette maison? Eh bien, en fait, c'est une maison d'édition. On est libre. Hein, je suis auto-éditée. Je suis une auteure auto-éditée par choix, en fait, parce que j'ai l'habitude d'être indépendante dans ma façon d'écrire. Comme ça, quand j'écris un livre, je peux le publier rapidement et voilà, je suis indépendante. D'accord, ok. Il a été tiré à combien d'exemplaires, du moins, combien tu en as vendu de ce livre jusqu'à maintenant? J'en ai vendu pas mal parce que ça marche bien, donc ça plaît parce que j'ai beaucoup travaillé. Il y a pas mal de sites, j'ai fait des liens également. Je ne laisse rien au hasard.
pour pas justement qu'on dise que j'écris n'importe quoi ou que j'écris des choses qui sont fausses. Donc j'ai argumenté tout ce que j'écris et j'ai fait des liens et également sur les chiffres. Donc je parle aussi de la situation économique de la France, de la liberté, de la démocratie, et je donne également quelques conseils sur en écologie pour l'achat des voitures. Voilà, pour que chacun puisse y trouver une chose qui l'interpelle sur sur la société et sur l'évolution de notre société. D'accord. Donc, tu nous as dit beaucoup, mais là, en fait, ça fait combien de livres vendus? C'est ça qui intéresse les gens aussi. Ça permet de voir un peu, si tu veux, la popularité du livre. Ah, d'accord. Je sais pas, j'ai pas compté. J'ai pas compté. Je sais pas 200 ou 300. Je sais pas exactement. D'accord. Mais il est paru assez récemment quand même. Hein, d'accord. Il est vendu combien ce livre à l'unité? 14 €. 14 €, d'accord, ok. Sur 14 €, toi, avec BOD, ça c'est important hein, pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie d'écrire un livre. Combien tu touches, toi, en fait, en étant dans l'auto-édition? Dans les 4 €. Dans les 4 €, d'accord. Donc c'est intéressant parce que quand on passe par un éditeur, en fait, c'est en général entre 1 et 3 €, quoi. Et encore 3 € pour des auteurs ou autrices plutôt renommés. Hein. Je parle à des Musso, des gens comme ça. Hein. Donc on voit que d'une certaine manière que c'est pas facile non plus pour gagner de l'argent avec un livre. Alors au travers de ce livre, est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu après peut-être ou avant, est-ce que tu as dans tes séances de dédicaces eu des gens qui étaient des gilets jaunes et qui sont venus à toi en te disant tiens on a aimé effectivement votre livre parce que ça racontait vraiment la réalité de ce qu'on a vécu. Est-ce que tu as eu des voilà, quel est le type de lectorat effectivement qui s'est penché sur ton livre? Des femmes, des hommes, des politiques? Raconte-nous ça un petit peu. Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec des anciens gilets jaunes qui étaient contents qu'un livre comme cela puisse exister. Il y en a eu par le passé au moment du mouvement, mais là, comme il est réactualisé par rapport à l'actualité et de notre société actuelle, donc oui, il y a des personnes qui apprécient. Après, les personnes qui le lisent sont plutôt des hommes, et puis parce que c'est un livre quand même où il y a des chiffres et des personnes qui s'intéressent à la société, des personnes qui lisent l'actualité et qui ont envie de s'informer, surtout qui ont envie qui s'intéressent à ce qui se passe, qui ont envie d'approfondir un peu leurs connaissances. D'accord. Alors pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, quelles ont été les anecdotes, par exemple, que tu as pu récupérer dans les salons? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et quelles sont les phrases effectivement qui sont ressorties? Fais-nous vivre un peu le côté anecdote des salons par rapport justement à l'activité de ce livre et un peu les retours. Les anecdotes, c'est pas les retours, voilà, je l'ai dit, c'est que je creuse, je prends le temps d'analyser. Il y a une analyse quand même c'est personnel, bien entendu, sur la liberté en particulier, ou la privation de liberté que l'on aurait pu avoir au moment des confinements depuis la pandémie. Je parle pas que des gilets jaunes, attention, hein. Et je parle de l'argent aussi. Et là, c'est assez personnel, le pouvoir sur les individus de l'argent. D'accord, ça c'est ce que tu veux nous dire en fait, hein, par rapport effectivement à ce que tu as mis dans le bouquin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout effectivement comment ton public, comment ton lectorat effectivement se positionne par rapport à toi en tant qu'auteur, en tant qu'autrice ou écrivaine, pour reprendre effectivement les termes qu'on a dit au début, mais également quelles sont les choses qui ont été dites. C'est-à-dire que est-ce que ton lectorat t'a dit tiens, ouais, vous auriez pu parler de cela. Est-ce qu'il y a eu des manquements qui ont été détectés par
par ton lectorat, ou est-ce qu'on t'a dit c'est super, là vous avez attaqué effectivement des parties, c'est bien, vous avez bien effectivement détaillé, vous avez utilisé des mots, un peu de copywriting, un peu de storytelling, donc quelque part vous avez lancé un peu des images au travers effectivement de votre écrit. Voilà, est-ce que ça a été dit ou pas? Un petit peu, je pense que ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui ont apprécié certains chapitres plus que d'autres ou qui ont pu s'y retrouver également, par exemple, dans le travail dans notre société actuelle, ici, où certaines personnes, que je parle du travail, parce que c'est quand même important, comme j'ai toujours fait un lien avec ce qui se passe, où la raréfaction du travail, surtout pour les personnes qui ont un certain âge ou qui sont licenciées de leur entreprise à partir de 50 ans, et ce qu'elles peuvent devenir, c'est un sujet qui est sensible et que je voulais aborder. Et également les diplômes, le fait que tout soit relié au diplôme, alors que dans d'autres pays c'est plus lié à l'expérience, le diplôme est moins important, alors qu'en France il est important et des fois trop, puisque certaines personnes n'ont pas. Voilà, c'est quand même des pensées, c'est pas que lié aux gilets jaunes, loin de là, c'est des pensées que j'ai aussi par rapport à ma propre vie. Et par rapport au constat sur les 10 dernières années, tout ce qui a pu se passer, où moi-même, en tant que femme politique, si j'avais été une femme politique, j'aurais pas pris ce genre de décision. D'accord. En 166 pages en 166 pages qu'il y a à l'intérieur du livre, est-ce que quelque part tu as eu des remontées, voire des critiques du vecteur politique? Est-ce que d'une certaine manière les politiques ont lu ce livre? Et est-ce que d'une certaine manière, par exemple, les systèmes administratifs, juridiques, de juridiction, etc., ont lu et ont été critiques par rapport à ce livre? Et ma troisième question également, note-les bien, parce que il va falloir que tu y répondes. Et comment la presse, effectivement, a accueilli ce livre? Parce que la presse, c'est le pouvoir. C'est aussi, d'une certaine manière, le quatrième pouvoir. De dire qu'il y a des personnes politiques qui l'ont lu, je sais pas, j'ai pas de retour. Les retours que j'ai sont tous vraiment excellents. D'ailleurs, il suffit d'aller sur Amazon pour s'en rendre compte. Et des personnes, chacune a pu trouver ce qui l'intéressait dedans. Voilà. D'accord, mais en fait, tu as pas eu dans les salons des gens qui étaient conseillers municipaux, maires, mairesses, etc., qui t'ont dit tiens, votre livre, ouais, vous y êtes peut-être allé un petit peu fort, ou au contraire, tiens, on a bien aimé, ouais, ça reflète un petit peu, oui, un peu ce qui s'est passé pendant le mouvement des gilets jaunes et puis cette situation de crise. Est-ce que ça a été dit? Est-ce que tu as le sentiment que ce livre, il a tourné quand même au niveau des sphères, un peu de l'intelligentsia et puis un peu de la présidence? Est-ce que c'est monté un peu jusqu'à, tu vois où je veux dire, la présidence ou les cabinets, etc. Est-ce que tu as le sentiment que ce que tu as écrit là était très fort et assez fort pour que justement ça fasse un peu tache d'huile? On voudrait toujours que ça fasse plus tache d'huile que ce que ça fait. Moi, je sais que je connais mon travail. J'ai fait des enquêtes, beaucoup d'enquêtes. C'est c'est pas subjectif. C'est plutôt objectif, justement. C'est pas complotiste. Après, il faut susciter la curiosité parmi des personnes de haut niveau, c'est plus difficile. D'accord, ok. Voilà. Alors, comment tu as récupéré justement effectivement ton contenu? T'as fait des interviews, donc t'étais avec un petit magnéto et tu prenais de l'audio, du contenu audio. T'allais voir les gens, tu les interviewais, ou alors est-ce que tu t'es penché un peu sur ce que disait la presse, un peu dans les articles de presse? Est-ce que tu t'es basé par rapport au journal de 20 heures, au niveau des chaînes de télévision, les chaînes d'info continue? Comment tu as procédé? Je me suis surtout informée avec la presse, puisque j'ai fait beaucoup de liens sur des articles et sur mes propres connaissances également, mais toujours vérifiées, elles ont toujours été vérifiées
avec de la presse, voilà. D'accord. Tu avais des contacts un peu proches, un peu familiers au niveau du monde du journalisme, parce que toi, tu es correspondante de presse, donc automatiquement, t'es à l'intérieur des organes. Est-ce que quelque part, t'étais un peu proche de ce pouvoir des médias et en fait, quelque part, est-ce qu'on t'a mis un peu la pression? Est-ce qu'on t'a dit, bah tiens, attention, là, t'es sur un terrain un peu glissant. Est-ce que t'es sur un terrain sensible? Est-ce que tu prends pas nécessairement un peu de risque de parler de ce mouvement qui est les gilets jaunes, la crise, etc. Est-ce qu'on t'a mis un peu des positions d'alerte par rapport à l'écriture de ce livre? Non, parce que je sépare complètement l'écriture de ce livre avec mon travail de correspondant de presse. Et c'est plutôt moi qui me suis mis la pression et qui me suis censurée. Personne ne m'a censurée. D'accord, ok. La pression, c'est plutôt moi qui l'ai fait toute seule parce que j'ai plus de connaissances que je n'en ai mis, voilà. D'accord. Et au niveau de l'éditeur, pareil, bon, je veux dire, il y a pas eu de coupe, il t'a pas dit, attention, ça passe pas, ça j'en veux pas, etc. Non, il a accepté totalement d'éditer le livre, comme tu lui avais présenté, quoi. Non, non. Ok, il a respecté le livrable, quoi, hein, c'est ça. Voilà, oui. Tout ok. À fait. Alors, on va parler maintenant de ton métier de correspondante de presse. En une phrase, raconte-nous justement qu'est-ce que c'est que le métier de correspondante de presse. Quel est le quotidien, ton quotidien en tant que correspondante de presse pour les gens qui nous écoutent, parce que ça se trouve c'est un métier qu'ils ne connaissent pas et il est bon effectivement de rappeler aux gens comment les choses fonctionnent. Eh bien, en presse, il y en a partout en France, pour tous les journaux locaux, que ça soit Sud-Ouest, Midi Libre, dans cette région en Bretagne aussi. Ouais, c'est Ouest France, chez nous, ouais. Ouest France, le Télégramme, etc. Ouais. Voilà. Et on informe les lecteurs des journaux de tout ce qui se passe dans le village où l'on réside. D'accord. Et voilà, là aussi, t'as le champ libre, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis tes sujets, ou alors en fait tu fais partie t'es sous un rédacteur en chef et quelque part c'est lui qui t'impose de quoi tu vas parler, ou c'est toi qui choisis par justement des coups de cœur, par des coups de gueule, etc., des mises devant projecteur, des gens que tu as envie de mettre sur la scène? C'est moi qui décide des sujets que j'ai envie de travailler. Je reçois pas d'ordre ou d'injonction à écrire quoi que ce soit. De temps en temps, ils nous envoient des liens sur des événements qui vont se dérouler, des gros événements, et après, mais personne ne m'oblige à les couvrir ou pas. J'ai le choix, je suis complètement libre. D'accord, donc ça veut dire qu'une fois que tu as fait ton article, une sorte de public reportage, hein, avec effectivement la photo et puis effectivement le petit lien qui va bien pour la ressource effectivement de la personne dont tu parles, le texte, et là donc tu remets ça à ta rédaction, et ensuite c'est eux qui décident s'ils publient ou pas, quoi. Oui, mais tous mes articles ont été publiés. Ouais. Mais alors, c'est des articles qui sont publiés, genre papier ou en ligne? Les deux. D'accord, ok. Oui, non, parce que il y a certains journaux, certains organes de presse. Bon, bah effectivement, ils ont leur version papier, et puis c'est une autre division qui s'occupe de la partie en ligne, quoi. Ah oui, non, mais en général, ils mettent tous les articles en ligne, à part des fois, ils le font pas, mais je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a encore la version papier qui existe, en tout cas pour Midi Libre, et voilà. Donc oui, tous mes articles, j'ai la chance pour ça. Je fais un travail soigné. C'est comme pour mes livres d'ailleurs. Donc je me corrige, je fais très attention, et donc ils sont contents de moi parce que voilà. D'accord. Tu utilises quoi tu utilises quoi, Béatrice, comme correcteur orthographique? Antidote? Oui, j'ai Antidote. Oui. D'accord. Ok. T'en es contente? Je m'en sers beaucoup pour mes livres et pour les articles. D'accord. Ouais. T'en es contente, quoi. C'est ce que tu as trouvé de mieux, quoi. Ah oui, largement. Oui. Ouais, parce que bon, bien souvent les gens utilisent, et même moi d'ailleurs ça m'est arrivé d'utiliser des correcteurs orthographiques un peu gratuits, etc. Mais bon, c'est un peu limité, quoi. Donc
Il vaut mieux passer à des choses un peu premium, mais au moins qui nous apportent de la qualité. Alors, tu es correspondante de presse depuis combien de temps, Béatrice? Depuis 2021. D'accord. Ça fait 3 ans. Et c'est une activité effectivement qui te permet de vivre ça aujourd'hui, ou c'est ton activité d'écrire qui te permet de vivre? Là, pour expliquer aux gens un petit peu qui tu es, hein, dans quel univers effectivement tu te trouves, quoi. Bien, c'est les deux. Hein. C'est un complément. C'est un petit complément. Ça veut dire que non, ça permet pas de vivre du tout. Ça, le métier de correspondant de presse, c'est un petit complément. C'est payé à l'article. Hein. D'accord. Donc en fait, t'étais une sorte de pigiste, quoi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ok. T'es payé combien l'article? Ça dépend. Il y a plusieurs tarifs en fonction de ce qu'on fait. Il y a un barème? Voilà, il y a un barème. C'est un barème pour tous les correspondants, c'est le même. Hein. D'accord. Et pour effectivement être correspondant de presse, qu'est-ce que tu as fait? Tu as suivi une école de journalisme? On t'a formé à l'écriture, au reportage? Comment ça s'est passé? Non, ils recrutent des correspondants qui savent écrire, qui savent rédiger un texte d'une manière en fait très très bonne, parce que en fait ça demande énormément de qualité et de compétences, ce métier-là. D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui lit les articles, donc il faut quand même avoir des compétences en syntaxe, il faut savoir s'exprimer, puis il faut avoir une qualité journalistique, on va dire, savoir écrire dans cette qualité-là, qui n'a rien à voir en fait avec un roman. Ça, c'est complètement différent d'une écriture romanesque. Par contre, ça se rapproche un petit peu de l'écriture de l'essai, non, même si c'est pas ça encore. D'accord, ok. En fait, aujourd'hui, tu es considéré comme journaliste, ou tu es considéré plus comme pigiste? Est-ce que tu as le sentiment que, par exemple, tu pourrais demander ta carte de presse, et parce que automatiquement aujourd'hui, si tu fais 50% de tes revenus liés à la presse, que ça soit la presse ou dans un média, tu peux avoir ta carte de presse en tant que journaliste? J'ai pas une carte de presse, j'ai quand même une carte qui dit que je travaille pour Midi Libre. Je suis pas considérée comme une pigiste ou comme journaliste, je suis considérée comme une correspondante de presse. Oui, mais étant donné que tu as des revenus venant de la presse et que tu travailles au sein d'un média, tu es en possibilité de demander d'obtenir ta carte de presse à la commission effectivement de délivrance de la carte de presse, et à ce moment-là, puisque tu touches 50%, hein, c'est ce que tu nous as dit, hein, 50-50 par rapport à l'écriture et par rapport au métier de correspondante de presse, moi je te conseillerais effectivement, et je pense que les gens qui nous écoutent doivent également se dire, bah tiens, elle devrait aller dans ce sens-là aussi, demander ta carte de presse, parce que la carte de presse te permet effectivement d'avoir des avantages, et puis pourquoi pas aussi rejoindre le club de la presse de ta région. Ça, c'est des choses effectivement qui te permettront de trouver un petit peu plus je dirais de bonus par rapport effectivement à ton métier de correspondante de presse, parce que bah tu pourras aller dans des salons, tu pourras aller partout, quoi. La carte de presse, c'est un sésame, hein. Donc voilà. Oui, tout à fait. Je pourrais faire ça, monter mon propre média. Il y en a qui le font. Il y en a qui arrêtent, qui cessent leur activité en tant que correspondant presse et qui montent leur propre média. Bien sûr. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si j'ai à m'exprimer sur quelque chose, pour l'instant, je préfère le faire à travers mon métier d'écrivain. D'accord. Alors, je rebondis si tu veux au troisième chapitre de notre interview, parce que je vois le temps qui court, hein, quand même. On est à 23 minutes. On est avec Béatrice Monge, hein, vous qui nous découvrez là, qui est dans l'interview inspirante et captivante. Donc, le livre s'appelle L'état de la France depuis les Gilets jaunes, donc par l'autrice Béatrice Monge aux éditions BOD, donc de l'auto-édition. Et elle nous parle un peu dans ce livre, donc c'est un essai comme elle nous l'expliquait en début d'interview, en fait qu'elle a fait un peu le constat, hein, de cette crise qu'on a traversée en France, et puis l'arrivée des Gilets jaunes, etc., l'explosion ou l'implosion, comme vous pouvez bien l'interpréter à votre choix, donc de ce mouvement qui n'avait pas nécessairement de hiérarchie, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a volé en éclats. Donc en fait aujourd'hui on s'aperçoit
quand même qu'on suit le même chemin que la Grèce, que peut-être de ce qui s'est passé à Chypre aussi dans la nuit, là où effectivement les comptes ont été vidés, puisque on s'est retrouvé du jour au lendemain pour les habitants de Chypre avec plus rien, les DAB ont été bloqués, etc. Est-ce que tu penses écrire un autre livre en rapport avec, ou alors peut-être une suite de celui-ci, avec un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on nous annonce que la Grèce, donc il y avait la Grèce, l'Espagne, si ma mémoire est bonne, et puis je crois la France en 4e position, qui allait donc dévisser. On voit que on va perdre effectivement notre cotation, notre indice de cotation, là, le fameux AAA. Eh bien là, on pourrait descendre à AA, tout simplement. Donc, on pourrait se poser des questions aussi sur, par exemple, les investissements qu'on pourrait demander aux pays voisins ou aux pays étrangers, comme le Qatar, comme d'autres, etc., et qui pourraient peut-être faire une sorte de crédit à la France. Mais si on n'est plus en mesure de pouvoir assurer notre propre légitimité et souveraineté, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer tout simplement, mes chers amis, qu'on va se retrouver en faillite. On va se retrouver en faillite. Et là, pour l'instant, toutes les chaînes d'infos, on peut les voir sur les bons titres, que ce soit CNews, BFM TV, etc., nous indiquent bien que la France pourrait effectivement se retrouver en faillite. Alors, ça, c'est une question importante qui pourrait effectivement t'alerter, toi, Béatrice, parce que tu es quand même une curieuse à la base, et en plus correspondante de presse, de surcroît. Donc, je pense que tu es déjà en train de réfléchir à ça. Et je pense qu'il y a matière de quoi écrire sur, par exemple, je vais te donner un petit angle comme ça qui pourrait te servir. On parle que les banques pourraient assurer 100 000 euros d'épargne en cas de crash. Est-ce que tu penses que les 100 000 euros seront assurés au niveau de l'épargne des Français ? Alors là, on extrapole un peu par rapport à mon livre. Bon, déjà, il y a un chapitre dans mon livre justement où quand je parle du pouvoir de l'argent. Je donne aussi quelques petits conseils parce que je me suis renseignée pour moi-même et enfin par curiosité, je suis très curieuse, c'est comment protéger notre argent. Dans le livre, il y a un chapitre sur comment protéger notre argent, qui fait une petite synthèse de ce qui serait le mieux à faire. D'accord. Donc en une phrase par exemple, pour donner de la valeur à ton livre et aux gens qui nous écoutent, un conseil pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour protéger notre argent en une phrase et qui est écrit dans ton livre, qui fait partie du contenu. En une seule phrase, bon, il y en a plusieurs. Oui, mais vas-y, donne-nous 3 points. Allez, donne-nous 3 points. Trois actions très 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 vite et très facilement actionnables. Détenir des actifs, bien sûr, dans des biens ou des entreprises, ouvrir plusieurs comptes bancaires à l'étranger, par exemple en Suisse, avoir des devises différentes, acheter de l'or, bon, c'est connu, et les crypto-monnaies, bon, il y en a beaucoup qui se lancent dans les crypto-monnaies, les valeurs refuges. Après la question de tout à l'heure, est-ce que on serait tous protégés, notre épargne serait tous protégée? Alors plusieurs canaux disent que il n'y aurait pas suffisamment d'argent pour dans les caisses, on va dire, pour rembourser tout l'argent que les personnes ont sur leur compte. Donc voilà, c'est ce qui se dit qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde, que bien que nous, on signe des papiers comme quoi on aurait notre épargne protégée jusqu'à 100 000 euros, mais certains journalistes ou écrivains disent le contraire. Voilà. Ouais, les 100 000 euros, c'est du théorique. C'est du théorique quand tu regardes effectivement le stress test donc des banques. Qu'est-ce que c'est que le stress test, mes amis? C'est tout simplement effectivement la résistance d'une banque en cas de crash, en cas de côté systémique, je dirais des mouvements de la banque en elle-même. On peut être un petit peu inquiet quand même. Je pense que les produits toxiques de ce qu'on a vécu avec les subprimes aux États-Unis, à mon avis, ça court encore quelque part, parce que je pense à Blackmaster, par exemple, qui a quand même réussi à créer des produits d'assurance qui sont en fait des crédits. Là aussi, ça sent pas bon, ça sent pas bon.
Hein. Donc si on se renseigne un petit peu sur Internet, je pense qu'on peut trouver quelques clés pour essayer de mieux comprendre ça. Tu parlais des crypto-monnaies tout à l'heure. Je pense que tu fais appel au Bitcoin et puis à l'Ethereum. Là aussi, on peut être un peu inquiet parce que ça dévisse quand même pas mal en ce moment. Hein, le Bitcoin. Hein. Il y a un mec là, il a perdu par exemple un disque dur avec 500 millions de dollars dedans. Donc c'est un peu la faute à pas de chance pour lui, mais les valeurs effectivement des monnaies, des crypto-monnaies, je sais pas si c'est un bon plan ça. Par contre, ce qu'on voit, il y en a qui le font et qui trouvent que c'est bien, mais après, voilà. Bon, moi, personnellement, je pense que dans la mesure du possible, les personnes qui veulent sauvegarder leur épargne, s'ils peuvent le faire, bien sûr, c'est plutôt d'investir mais dans des biens, dans des terrains, mais ça, les terrains agricoles avec de l'eau. Ouais, alors c'est vrai que l'immobilier est touché quand même. On voit que les premiers signaux qui ont été annoncés au niveau des crashs, ça fait un moment qu'on nous dit qu'un crash va péter, hein, et que si le crash va péter, ce sera pas le même que d'une certaine manière quand il y avait Sarkozy et qu'il a couvert effectivement les banques pour pouvoir éviter que ça soit systémique. Là, si effectivement ça pète, ça va péter au niveau de tous les pays. Hein. Le Japon a une bulle spéculative économique au niveau de tout ce qui est étudiants, par exemple. Les étudiants peuvent plus rembourser effectivement leurs prêts d'étudiants. La Californie est touchée aussi, donc les États-Unis aussi. On voit que la Chine est touchée aussi. Là, ça va vraiment être systémique. Et les premiers indicateurs sur Internet par les analystes et les économistes sont assez clairs. On a dit que en fait, ça commencerait par la stagnation et la stérilité effectivement du marché immobilier au niveau du pro. On voit qu'on est en plein dedans. Aujourd'hui, tout ce qui est locatif et tout ce qui est vente immobilière est gelé. Donc on voit qu'on est en plein dedans également, malgré que les médias nous montrent un petit peu, surtout les chaînes d'information continue. Hein. Je veux pas être l'avocat du diable, mais on a quand même le sentiment que c'est un peu la position du yo-yo, quoi. Un coup on nous dit ça monte, un coup on nous dit que ça descend, etc. Franchement, je pense qu'on peut être un petit peu inquiet. On parle de centralisation des monnaies également avec le gouvernement qui veut nous créer une monnaie numérique parce que tout simplement, eh bien, c'est pour contrer un peu ce côté dérivatif avec les crypto-monnaies. Donc oui, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu peur, mais peur effectivement n'évite pas le danger, et on peut peut-être effectivement trouver des solutions. Alors dans ce livre, on va trouver des solutions. Par exemple, page 37, tu parles des soulèvements du passé. Tu peux nous en parler un petit peu en une phrase, des soulèvements du passé? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu faire un lien avec un côté culturel sur quelques soulèvements parce que effectivement, il y en a eu beaucoup par le passé qui ressemblaient, qui étaient beaucoup plus violents parce que on dit toujours que le mouvement des Gilets jaunes a été violent. Ce qui est vrai d'ailleurs, ils ont des souvenirs, ils en ont des souvenirs, et pas toujours des bons. Mais par le passé, quand on reprend la commune, sous Adolphe Hitler, effectivement, c'était encore plus violent puisque il y a eu beaucoup de morts et des personnes emprisonnées, etc. Donc en fait, question violence, en tout cas, ça. C'est quand même mieux maintenant, on va dire, que si on peut le dire comme ça, que dans les siècles passés. Tu parles de violence, justement, un peu là, les observateurs, hein, là aussi des économistes et puis peut-être les sociologues sont un peu tous d'accord. Ils disent que ce qui se passe au niveau de la Guyane, etc., de toute cette implosion qu'il y a là-bas, ça peut effectivement nous arriver en France et qu'on peut se retrouver avec effectivement une guerre civile, etc., et que voilà, ça sera quand même un peu difficile et qu'il va falloir s'adapter, que est-ce qu'on sera toujours protégé par effectivement ce que j'ai les protections, c'est-à-dire les forces de l'ordre entre autres, est-ce que on va pas arriver sur une société américaine où chacun va faire effectivement sa loi, voilà, et ça c'est des questions de fond également. Est-ce que tu avais envie d'en parler dans ton livre de ça ou pas, ou est-ce que tu avais envie un peu d'anticiper l'avenir? J'évoque pas ce
ce paragraphe-là. Bon, c'est vrai que quand on interroge l'histoire, on se rend compte que la violence, elle n'a jamais cessé. On est quand même en France, et même si on a été tous un peu choqués par ce qui s'est passé, on s'y attendait pas. Ça reste quand même dans une proportion moindre par rapport au 19e siècle, comme je disais la Commune, par exemple. Donc c'est bien d'avoir des connaissances en histoire. Et c'est vrai que je fais un petit récapitulatif historique. Après, oui, la violence, elle existe dans beaucoup de pays, malheureusement, et en ce moment avec la guerre qui s'éclaire entre plusieurs pays, on se rend compte que la violence, elle est toujours présente, malheureusement. Alors tu parles également dans ton livre, page 82, la justice fiscale. Intéressant comme sujet ça, la justice fiscale. Je pense que ça interpelle les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est que la justice fiscale? Ça voudrait dire que quelque part, aujourd'hui, il y aurait vraiment une justice pour la fiscalité. Ça veut dire que quelque part, on est protégé par la fiscalité. C'est ce que tu as voulu marquer dans ton livre et peut-être développer, argumenter. Je voulais surtout faire un récapitulatif de ce qui existe, parce que j'ai l'impression parce que c'est un livre de vulgarisation quelque part, qui peut s'intéresser à des personnes qui entendent des termes ou qui connaissent des sujets sans les connaître vraiment. Ouais. Parce qu'ils reçoivent pas l'information. Donc c'est un livre pour aussi apporter des éclaircissements un peu dans tous les domaines. D'accord. Et donc justement sur la justice fiscale, je parle de l'impôt sur le revenu qui a été supprimé, sur les grandes fortunes, et je parle de ce qui a été remplacé par l'IFI. Et justement je détaille un petit peu ce que c'est que l'IFI pour les personnes qui ne savent pas. Je parle de la flat tax et je donne les définitions de ce que c'est que la justice fiscale, effectivement. Et avec moi personnellement, je pense que comme tous les sujets politiques actuels, il y aurait mieux à faire dans beaucoup de domaines, aussi sur la justice fiscale. D'accord. C'est-à-dire qu'elle pourrait être plus équitable, par exemple. D'accord. En une phrase, est-ce que tu parles également des paradis fiscaux? C'est-à-dire les paradis fiscaux, ça existe depuis Mathusalem. On sait que d'une certaine manière, l'argent de la pègre américaine du côté de Capone jusqu'à maintenant, par exemple avec pas mal de mouvements au niveau effectivement du grand banditisme, on a quand même le sentiment que les paradis fiscaux au départ c'était rien. Il y avait rien, c'était des champs, etc. Et puis c'est des villes qui se sont créées. Et en fait, on a quand même le sentiment aussi de voir que beaucoup de banques et beaucoup de fonds bancaires sont en train effectivement d'envoyer beaucoup d'argent du côté des paradis fiscaux. Est-ce que tu en parles de ça? Un petit peu, oui, effectivement. Je pense que la lutte contre les paradis fiscaux n'est pas suffisamment claire et suffisamment forte pour que ça, parce que j'ai fait un lien aussi par rapport à la corruption, et qui représente, c'est assez important. Et voilà, je pense qu'il y a comment dire, que la corruption, j'en parle pendant quelques pages, est assez importante. Et quand on parle, quand tu parlais tout à l'heure du déficit que la France connaît, en ce moment ils en parlent beaucoup à la télévision. Ouh là là, oui. Je pense que les bonnes décisions ne sont pas prises à ce niveau-là. On pourrait beaucoup plus lutter contre la corruption de haut niveau. D'accord. Et ce qu'on appelle l'école blanche, quoi, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, pour parler juste. En tout cas, j'espère que vous aurez pris vraiment beaucoup de plaisir à écouter cette interview. Béatrice Monge, on voit que d'une certaine manière, elle a traité son sujet. T'as mis combien de temps pour pouvoir accoucher de ce livre-là? J'avais commencé au moment des Gilets jaunes pour prendre des notes. J'avais pris des notes. Ouais. Et puis après, je l'ai repris. J'ai travaillé pendant plus d'1 an, mais j'ai travaillé énormément.
Voilà, parce que pour apporter vraiment beaucoup d'informations, j'ai travaillé beaucoup. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on a essayé de vous donner un maximum d'informations. Je pense que vous avez envie de lire ce livre. Vous le retrouverez dans toutes les librairies en ligne, etc. Amazon, Cultura, la Fnac et j'en passe. Combien tu nous as dit 14 € et le prix du livre? 14 €, c'est la version papier, et sinon il existe aussi en version numérique. Voilà, donc vous aurez le plaisir de le retrouver aussi sur vos liseuses. Eh bien, écoute, je vais te poser donc l'avant-dernière question des experts, parce que je regarde le temps, disons qu'on on a mangé. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on a apporté de la valeur, c'est l'essentiel pour les gens qui nous ont écoutés. Donc, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Béatrice? Eh bien, j'apprécie beaucoup. C'est notre deuxième interview, donc on voit bien que tu maîtrises ce travail-là et que tu t'y épanouis, et que voilà, donc j'aime bien, j'apprécie. Merci à toi. Et puis c'est vrai qu'il y a un livre où je t'ai pas fait d'interview, je crois que c'est le deuxième, c'était le pouvoir de la bague ou quelque chose comme ça, non? C'est ça, oui, voilà. Donc moi, j'ai écrit 2 romans, La vie cachée de Minahem et Le pouvoir de la bague, et un récit de voyage dans le Sahara. Et l'essai, voilà, parce que j'ai des compétences dans des domaines divers et variés, donc voilà. Tout à fait. Je te réinviterai, Béatrice, pour pouvoir parler effectivement et faire partager à nos amis, donc auditeurs et auditrices, le pouvoir de la bague. Merci à toi. Où on peut effectivement continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par nos propos. Là, on a dit beaucoup de choses quand même. Et si on a envie de discuter de ton livre, si on a envie de dire voilà, on l'a aimé ou on l'a détesté, voilà, où on peut commencer à commencer le dialogue avec toi sur, je sais pas, les réseaux sociaux, un site internet. J'ai un site internet. Oui. Où tous mes livres sont exposés. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur Twitter et sur X. D'accord. Pour le site, en tapant Béatrice Monge, par exemple, on te trouve facilement dans Google, je suppose. Oui, on me trouve très facilement. On trouve facilement aussi tous mes livres. Je suis comme une personnalité publique. Eh ben c'est bien, t'es une personnalité publique. Alors donc c'était le livre, hein, donc le dernier de Béatrice Monge. Je vais vous donner le titre si vous voulez le noter. L'état de la France depuis les Gilets jaunes, aux éditions BOD. Voilà, on aura passé 42 minutes ensemble pour présenter ce livre. Je vous dis à très bientôt dans les experts paroles de leader. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un avis sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours grandir le podcast. Sans vous, on n'est rien, vous le savez. Et puis également, allez vous abonner à ma chaîne YouTube que vous trouverez sur Google sans aucun problème. Voilà, avec toutes les interviews, et aussi inscrivez-vous à la newsletter sur notre hébergeur qu'on adore, Ocha. Voilà, merci de votre attention à toutes et à tous, et puis donc à très bientôt pour le pouvoir de la bague, ma chère Béatrice. À bientôt, au revoir.